Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session de webinaire sur le nettoyage des grains stockés. Donc, je me présente, Marine Cabacos, je suis ingénieure au pôle stockage et conservation des grains à Arvalis. Aujourd'hui, je serai appuyée par Christine Barr, qui est responsable du service qualité et valorisation à Arvalis et qui m'aidera pour les sessions questions et réponses au fil de la matinée, mais aussi Isabelle Decroc, qui est assistante à ce même service à Arvalis. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à la première session de webinaire mardi dernier, qui portait sur la détermination de la teneur en impureté d'un lot de céréales stockées. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons nous intéresser à la remise aux normes commerciales des lots de céréales stockées. Ce matin, vous allez avoir l'intervention de 3 interlocuteurs différents. La première est Amélie Tanguy, elle-même ingénieure au pôle stockage et conservation des grains à Arvalis à Boigneville. Elle est experte du travail du grain. Vous entendrez ensuite Cadel Crépon, qui est responsable de ce même pôle, aussi basé à Boigneville. Et enfin, Jean-Yves Moreau, qui est lui aussi ingénieur dans ce pôle stockage à Arvalis et que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de rencontrer puisqu'il dispense un certain nombre de formations sur les bonnes pratiques de stockage en France et à l'étranger. Alors, le programme pour cette matinée. Vous allez avoir une première intervention sur comment prédire l'efficacité du nettoyage sur la teneur en impureté d'un lot de blé stocké. La deuxième intervention se consacrera à l'amélioration éventuelle du poids spécifique des grains à l'aide de ce nettoyage. Ensuite, nous parlerons de grains germés sur pied et nous tenterons de répondre à la question: le nettoyage peut-il améliorer le temps de chute de Heidelberg des lots? Et enfin, vous aurez une présentation peut-être un petit peu plus prospective sur les coûts et bénéfices du nettoyage des grains. Bonjour à tous, donc comme vient de vous l'annoncer Marine, la première présentation de la matinée est consacrée à l'efficacité du nettoyage sur les impuretés et on va parler de la construction de modèles de prédiction qui visent à estimer les teneurs en impuretés qu'on peut obtenir après le nettoyage. C'est depuis 2012 qu'Arvalis travaille sur ce sujet suite à une demande des exportateurs. À cette époque, à l'international, les blés français étaient jugés sales et poussiéreux. Et dans un premier temps, l'objectif était donc de mieux connaître l'état de la collecte en termes de propreté et de trouver des moyens d'améliorer ce critère. Le premier moyen à étudier, ce sont les nettoyeurs séparateurs dont la plupart des sites de stockage sont déjà équipés. Et pour refléter la propreté des lots, nous nous sommes appuyés sur la norme NF 15587 que je vous présenterai en détail dans quelques diapos. Le nettoyage est avant tout un problème économique pour les organismes stockeurs. En abaissant les teneurs en impureté, il peut permettre d'améliorer le prix de vente en diminuant le montant des réfactions, qui sont stipulées par exemple dans l'addendum 2. C'est aussi le garant de l'image auprès du client, comme dans le cas des exportateurs qui ont été les premiers à nous solliciter. Mais surtout, il représente une perte de matière vendable. Par conséquent, pour un OS, évaluer l'intérêt ou non de nettoyer tel ou tel lot de blé nécessite de pouvoir estimer à la fois les teneurs en impureté après nettoyage, et donc le montant potentiel des réfactions, et aussi la quantité de déchets potentiels. Les travaux que nous avons menés jusqu'à présent visent à répondre à la première de ces deux questions, celle des teneurs en impureté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire un rappel de la norme NF 15587 pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la pratiquer au quotidien. Selon cette norme, on fait des analyses sur un échantillon de 250 grammes qui subit un premier tamisage, donc avec des tamis de 3,55 et 1 mm, qui permettent de séparer du bon grain des particules qui sont de plus grande taille ou de plus petite taille, qui sont donc soit des sclérotes d'ergot, soit ce qu'on va appeler les impuretés proprement dites, donc qui comprennent notamment les pailles et les poussières. Les particules qui restaient entre les deux tamis vont subir d'autres analyses et notamment on va prélever 50 à 100 grammes de ces particules pour déterminer les teneurs en différentes catégories d'impuretés, qui sont les grains brisés, pour la première catégorie, c'est-à-dire qu'on considère comme grain brisé tout grain dont l'enveloppe n'est pas entière, donc c'est une définition
qui englobe beaucoup de grains. La deuxième catégorie est celle des impuretés grains, qui comprend plusieurs sous-catégories, dont les grains attaqués par les déprédateurs, par exemple, et aussi les autres céréales. On a une troisième catégorie qui est celle des grains germés, et enfin les impuretés diverses, qui sont toutes les impuretés qui ne sont pas du grain. Donc on trouve notamment les graines étrangères et aussi les grains avariés, qui n'ont pas de valeur commerciale ou alimentaire. Et c'est aussi la catégorie qui comprend les balles. Les grains qui n'ont jusqu'ici pas été considérés comme impuretés sont passés sur un autre tamis, celui de 2 mm, ce qui permet d'obtenir un échantillon exempt d'impuretés, et les grains échaudés qui tombent en dessous du tamis de 2 mm. Ces derniers font partie de la catégorie des impuretés grains. Donc, pour résumer, avec cette norme, on a 4 catégories d'impuretés principales: les grains brisés, les impuretés grains, qui comprennent diverses sous-catégories, et qui sont d'une manière générale des grains qui conservent une valeur alimentaire, les grains germés et les impuretés diverses, qui sont tout le reste des impuretés. Je vais commencer par vous présenter l'expérimentation qui a été réalisée à Arvalis, donc le matériel et les méthodes qu'on a employées. Ensuite, on verra les résultats de cette expérimentation, donc quelle a été l'efficacité du nettoyage sur les teneurs en impuretés. Et ensuite, on poursuivra ce travail jusqu'à construire des modèles, donc on verra comment on a construit ces modèles. Et dans une dernière partie, on verra comment les utiliser avec un exemple d'application. Depuis 2015, on a nettoyé en tout 94 lots de blé qui pesaient entre 5 et 10 tonnes. Et pour chaque lot, on prélevait des échantillons avant nettoyage et après nettoyage pour comparer les teneurs en impuretés, justement avant et après nettoyage. On a utilisé 4 appareils différents avec 2 débits différents, et on pesait également le grain et les déchets avant et après nettoyage, de manière à pouvoir estimer les pourcentages de freinte. Donc comme je vous le disais, on a testé 4 appareils différents. En fait, on avait 3 appareils et l'un de ces 2 appareils a été utilisé avec 2 jeux de grille différents, donc on a considéré que ça faisait 2 appareils différents. Pour chaque appareil, on a testé deux valeurs de débit d'alimentation: le débit nominal, qui est celui préconisé par les fournisseurs, et le demi-débit, qui est 40 à 50% de ce débit. On a un plan d'expérience qui est complet puisque chaque croisement entre l'appareil et le débit a été testé au moins une fois, et qui n'est pas équilibré puisqu'on a testé un nettoyeur séparateur plan à débit nominal 33 fois, alors que les autres appareils et les autres débits ont plutôt été testés entre 6 et 9 fois. Et c'est aussi le cas pour le nettoyeur séparateur rotatif qui a été testé 16 fois à débit nominal. Donc on a un peu plus de données sur ces 2 appareils à débit nominal. Maintenant, si on regarde les résultats de cette expérience, donc ici vous avez l'effet général du nettoyage sur les 94 lots qui ont été nettoyés, en fonction de différentes catégories d'impuretés, donc les grains brisés, les impuretés grains, les impuretés diverses et les impuretés globales qui sont la somme de toutes les impuretés. Ici, on a écarté les grains germés puisque dans nos lots, on avait des teneurs en grains germés qui étaient très faibles. Au maximum, on avait 0,2%. Et on a constaté que le nettoyage n'avait pas d'effet sur cette catégorie, donc on n'a pas poussé l'étude plus loin sur les grains germés. Ce qu'on a pu constater sur les autres catégories d'impuretés, c'est que, en moyenne, les teneurs en impuretés après nettoyage sont inférieures aux teneurs en impuretés après nettoyage. Donc ça correspond à ce qu'on voulait montrer et à ce qu'on attend du nettoyage quelque part. Pour les grains brisés, on a une différence de plus ou moins 0,16%. Pour les impuretés grains, c'est de moins 0,32%. Pour les impuretés diverses, moins 0,16%. Et pour les impuretés globales, moins 0,57%. Pour les impuretés globales, comme on part d'un niveau de près de 6% en entrée, le fait de baisser de 0,57% revient à retirer environ 10% des impuretés globales qui étaient initialement contenues dans le lot.
Ce qu'on vient de voir, c'est l'effet global du nettoyage sur les impuretés. Et maintenant, on va voir l'effet du débit sur les impuretés. Donc pour ça, vous avez ici pour les mêmes catégories d'impuretés, les valeurs de teneur en impuretés avant nettoyage en fonction du débit, après nettoyage et la différence entre avant et après nettoyage sur le débit. C'est cette différence qui nous intéresse le plus. Donc on essaye de voir si on observe des choses différentes entre les deux débits. Vous avez des lettres au-dessus des graphiques, donc A et AB. Lorsque les lettres sont identiques, ça veut dire qu'on a les observations sont similaires entre les deux débits, entre débit nominal et débit réduit. Alors que s'il y a des lettres différentes, ça veut dire qu'il y a une différence significative. Ici, c'est le cas pour les impuretés grains et pour les impuretés globales. Donc on peut dire que le débit, le fait de se placer à débit réduit, va améliorer l'efficacité du nettoyage pour ces deux catégories. On peut faire la même chose pour l'appareil. Et là, on remarque que pour les grains brisés, on a un appareil qui est plus efficace que les autres. C'est le nettoyeur séparateur rotatif. En tout cas, si on regarde uniquement le delta. Par contre, si on regarde les données qu'on avait avant nettoyage, on constate que c'est aussi un appareil qui a été testé avec des lots qui contenaient plus de grains brisés que les autres. Et donc, on risque d'avoir une confusion d'effets, donc on ne peut pas conclure quant à une meilleure efficacité de cet appareil sur les grains brisés. En revanche, on a aussi un appareil qui se distingue, qui est moins efficace, c'est le nettoyeur à mouvement planétaire avec les grilles sommaires. Et là, par contre, il n'y a pas de différence sur les catégories, enfin sur les teneurs en grains brisés avant nettoyage. Concernant les impuretés grains, on a ce même appareil qui est, enfin le nettoyeur plan à mouvement planétaire, qui est soit plus efficace que les autres s'il est utilisé avec les grilles soignées, ou moins efficace s'il est utilisé avec les grilles sommaires. Concernant les impuretés diverses, on n'a aucune différence entre appareils. Et pour les impuretés globales, on a deux appareils qui se distinguent, qui sont un peu plus efficaces que les autres. Donc c'est le nettoyeur séparateur rotatif et le nettoyeur plan à mouvement planétaire très soigné. Sachant que ce même appareil, avec les grilles sommaires, est moins efficace que les autres. Donc pour récapituler ces résultats, on a vu que le nettoyage avait un effet significatif sur les teneurs en impuretés et qu'il éliminait en moyenne 10% des impuretés présentes dans le lot. Donc là, je parle des impuretés globales. Le nettoyage à débit réduit permet de diminuer la teneur en impuretés grains et en impuretés globales. Et pour les impuretés grains, on a vu qu'il y avait un appareil qui était plus efficace que les autres, le nettoyeur séparateur plan à mouvement planétaire, seulement s'il est utilisé avec les grilles très soignées. Et en revanche, ce même appareil avec les grilles très sommaires devient le moins efficace. Concernant les impuretés diverses, qui sont la partie la plus visible des impuretés, notamment avec les balles, on a vu que le nettoyage faisait baisser les teneurs en impuretés diverses de 18% en moyenne, et c'est une performance qui ne dépend ni de l'appareil ni du débit. Donc là, c'était pour la partie expérimentale, et maintenant on va passer à la partie de modélisation, qui est notre objectif en fait de pouvoir estimer les teneurs en impuretés après nettoyage. Pour ça, on a besoin de connaître la teneur en impuretés avant nettoyage, puisqu'on a pu observer qu'il y avait une relation linéaire entre les deux. Et on a vu que le débit avait aussi un effet significatif, notamment pour les impuretés grains, donc c'est aussi un facteur qu'on va prendre en compte. Concernant l'appareil, on pourrait l'utiliser, et ça nous permettrait probablement d'avoir des modèles plus précis, mais notre objectif, c'est de pouvoir généraliser les modèles à des organismes stockeurs qui peuvent avoir des appareils différents de ceux que nous avons testés. Donc, on a choisi d'écarter le facteur appareil et de construire des modèles qui prennent en compte uniquement les impuretés avant nettoyage et le débit. Voici les résultats de ces modèles. Sur ces graphiques, vous avez pour chaque catégorie d'impuretés les valeurs qui ont été prédites par les modèles en fonction des valeurs qui ont été mesurées dans l'expérience. L'objectif, c'est donc d'avoir des valeurs prédites qui soient les plus proches des valeurs observées, et donc que les points soient regroupés autour de la droite d'équation y égale x, la bisectrice. Ici, elle est représentée en noir, par un trait noir sur les graphiques, et vous pouvez voir que la droite de régression en rouge
entre les valeurs prédites et observées est très proche de cette droite noire. Donc on a des modèles qui sont très satisfaisants, qui sont bien corrélés aux données expérimentales. On a pu estimer la précision de ces modèles. Pour les grains brisés, on a une précision de plus ou moins 0,26%. Pour les impuretés grains, on est à plus ou moins 0,43%. Et pour les impuretés diverses, on est à plus ou moins 0,12%. Donc c'est des modèles qui sont a priori très satisfaisants. Donc là, on est sur la partie statistique qui est peut-être pas très concrète pour vous. Donc je vais vous proposer de faire un exemple d'application. On va prendre un lot de blé qui aurait les caractéristiques suivantes avant nettoyage. Donc 5% de grains brisés, 3,5% d'impuretés grains, 0,5% de grains germés et 1,5% d'impuretés diverses. Les impuretés commerciales, qui sont égales à la moitié des impuretés grains plus les impuretés diverses, sont donc de 3,25%. Et vu que les seuils sont de 4% de grains brisés, 2% de grains germés et 2% d'impuretés commerciales, on est au-dessus des seuils et on peut avoir des réfractions donc pour les grains brisés et pour les impuretés commerciales. Si on suppose un prix du blé à 250 € par tonne, on a environ 31 centimes de réfaction pour les grains brisés, 63 centimes de réfaction pour les impuretés commerciales, ce qui fait donc une réfaction de 94 centimes par tonne. Et on va essayer de voir si le nettoyage peut améliorer le prix de vente de ce lot. Les modèles vont nous permettre de prédire, donc, après un nettoyage à débit nominal, des teneurs en grains brisés qui seront de 4,6%, 3,3% d'impuretés grains, 0,5% de grains germés, 1,3% d'impuretés diverses, et donc 2,95% d'impuretés commerciales. Et donc le montant des réfactions, toujours avec un prix du blé à 250 € par tonne. Là, on a une réfaction seulement pour les grains brisés, qui est de l'ordre de 6 centimes par tonne, et on n'a aucune réfaction pour les grains germés et pour les impuretés commerciales. Autrement dit, le montant des réfactions a fortement diminué, il a été divisé par 15, en passant de 94 centimes par tonne à 6 centimes par tonne. Donc on a quand même un effet du nettoyage qui est assez, qui peut être intéressant sur le fait de diminuer le montant des réfactions. Pour conclure, on a vu dans notre expérimentation que le nettoyage faisait baisser la moyenne des teneurs en impureté globale de 0,57%. Autrement dit, on retire environ 10% des impuretés. On a vu que le nettoyage à demi-débit améliorait l'efficacité pour les impuretés grains et aussi pour les impuretés globales, qui dans notre expérience étaient majoritairement constituées par les impuretés grains. Ces travaux nous ont aussi permis de construire des modèles prédictifs qui sont bien corrélés aux données expérimentales. Néanmoins, avant de les mettre à disposition des organismes stockeurs, il faudrait encore une étape de validation in situ, c'est-à-dire sur des sites industriels où on pourrait prélever des échantillons avant et après nettoyage pour vérifier que le fait de passer des modèles et du cadre de notre expérimentation à un modèle plus large ne va pas entraîner le fait que les modèles vont rester bons même si on les élargit. Et enfin, pour aider les OS à décider de nettoyer ou non leur lot de blé, il faudrait qu'ils puissent également estimer les quantités de freinte qui sont générées par le nettoyage. Et donc d'autres modèles sur les quantités de freinte pourraient aussi être construits à partir de cette expérimentation. Bonjour à tous, donc je vais passer à un autre critère commercial qui est le poids spécifique et étudier comment ce poids spécifique peut être amélioré par le nettoyage. Donc c'est un intérêt du nettoyage qui est connu par la majorité d'entre vous, mais dont on a cherché à connaître et à quantifier l'efficacité. Alors, le poids spécifique d'un lot, qu'on appelle autrement la masse à l'hectolitre, représente, comme son nom l'indique, le rapport entre la masse d'un lot de céréales et le volume qu'elle occupe. Donc, en fait, c'est un indicateur qui englobe plusieurs caractéristiques du lot, avec une caractéristique qui explique majoritairement le PS, qui est la densité du grain. Cette densité étant elle-même expliquée par, je vais essayer de prendre un pointeur, voilà. Cette densité étant elle-même affectée par la teneur en eau du grain. Plus un grain est humide et plus sa densité est faible.
Mais il y a d'autres caractéristiques qui expliquent le PS, même si ça reste minoritaire dans cette explication, c'est l'arrangement des grains entre eux dans le volume. Et cet arrangement des grains, il va dépendre de la longueur et de la surface des grains, mais aussi de la présence d'impuretés dans le lot qui, en quelque sorte, vont gêner l'arrangement des grains entre eux, le modifier et potentiellement baisser le PS. Et donc, c'est sur cette caractéristique-là qu'on va spécifiquement travailler. On a vu lors du dernier webinaire de mardi que le seuil contractuel habituellement utilisé pour le poids spécifique était de 76 kg par hectolitre. Et dans la majorité des cas, c'est un seuil qui est respecté dès la récolte. Donc vous avez sur ce graphique les PS régionaux des blés tendres observés entre les récoltes 2012 et 2022. Et ce que vous constatez graphiquement, c'est qu'en effet, la plupart du temps, on a des PS dans les régions qui sont supérieures à 76. Néanmoins, ponctuellement, on peut observer des PS qui sont inférieurs à ce seuil usuel, voire très inférieurs. Et ça a été le cas notamment l'année 2016, donc c'est très spectaculaire. Graphiquement ici, on voit une année qui est très très différente des autres. Et puis de manière un petit peu moins spectaculaire également en 2021, où la moitié des régions présentaient un PS inférieur à 76. Et dans ce cas-là de PS inférieur à 76, il peut être intéressant de nettoyer pour essayer de ramener au moins le seuil, le lot à ce PS de 76. Alors, les 3 questions auxquelles on a cherché à répondre lors de l'essai que je présentais, c'était d'abord quelles étaient les corrélations qu'on pouvait observer entre les différentes impuretés qu'a décrit préalablement Amélie et le poids spécifique d'un lot de blé. Est-ce que les nettoyeurs améliorent significativement le PS? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes quantifiés de ces nettoyeurs? Et quels sont les réglages qui sont susceptibles de nettoyer plus efficacement pour améliorer le PS tout en limitant les freintes qu'on obtient lors d'un nettoyage, puisque comme Amélie l'a rappelé, quand on nettoie, on perd de la matière et donc potentiellement c'est un coût relativement important. Alors, on l'a vu, l'année 2016 était une année à très mauvais PS, mais donc une année très favorable à l'expérimentation, puisqu'on pouvait avoir accès assez facilement à des lots à faible, voire à très faible PS. Donc, on a pu mettre en place un essai avec l'objectif de répondre à nos 3 questions. Donc, on disposait de 3 lots de blé tendre qui étaient récoltés sur la ferme de Boigneville et qui avaient des PS qui allaient de 71 à 80 kg par hectolitre. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un plan d'expérience complet, donc en essayant de combiner 2 grilles de nettoyage, donc en l'occurrence la grille habituelle pour le nettoyage du blé sur notre appareil, donc des grilles à 2 x 20 mm d'ouverture, et une grille plus ouverte à 2,5 x 20 mm, 3 débits d'aspiration et 6 débits de travail du grain. Donc, tous les lots ont été nettoyés sur un nettoyeur séparateur plan que vous voyez ici sur la photo. Donc, c'est un mini Petcus. On a répété un tiers des expériences. Donc, ça nous a amené à nettoyer 144 sous-lots. Chaque expérience consistant à nettoyer nos lots, à mesurer le PS et les impuretés avant et après nettoyage et à mesurer le taux de déchets. Donc, on récupère les déchets dans ces petits bacs que vous voyez ici. Donc, on a, comme pour un nettoyeur classique, les gros déchets, les petits grains et les déchets mi-lourds. Alors, la première question auquel on cherchait à répondre, c'était les liens qu'on pouvait faire entre la teneur en impuretés et le PS. Ce que vous avez ici, c'est la matrice de corrélation entre nos différentes variables mesurées qui est représentée graphiquement. Donc, chaque rond représente la force, la relation qu'il peut y avoir entre 2 impuretés, donc ici par exemple les impuretés grains et le PS. Plus le rond est grand et foncé, et plus la relation entre les 2 variables est forte. Si on a un rond qui est de couleur marron, c'est que notre corrélation est négative. Donc les 2 variables vont évoluer dans 2 sens différents. Si à l'inverse, notre petit rond, il est bleu, c'est que les corrélations sont positives, les 2 variables évoluent dans le même sens. Quand on a une croix, c'est qu'on n'a pas de corrélation significative. Donc les corrélations qui nous intéressent, elles se situent ici. Donc vous voyez, c'est celle qui relie le PS avec les différentes impuretés qu'on a pu mesurer dans nos lots. Donc la matrice, elle a été établie sur 288 analyses, 144 lots nettoyés et les 144 lots non nettoyés. Donc ce qu'on observe graphiquement ici, c'est que le poids spécifique, il est négativement et significativement corrélé à la plupart des teneurs en impuretés. Si on zoome sur celles qui, a priori, sont les plus corrélées au PS, on trouve les impuretés totales, les échaudés et les impuretés constituées par les grains.
Et pour ceux qui ont suivi le webinaire mardi, on sait que les échaudés font partie de la catégorie impuretés constituées par les grains et qu'elles en constituent, en règle générale, la majeure partie. De la même manière, les impuretés constituées par les grains sont une catégorie d'impuretés totales. Donc, au final, ces trois grandeurs-là, ça revient à dire essentiellement que les échaudés sont très corrélés négativement au poids spécifique. Plus on a d'échaudés, plus le PS est bas. On a également des corrélations moins fortes, mais significatives, avec d'autres impuretés comme les balles, par exemple, ou les impuretés proprement dites. Et on note également qu'il y a une corrélation qui est positive, qui n'est pas très forte quand même, mais elle est significative, entre le PS et les grains brisés, que vous voyez ici. Donc autrement dit, plus on a de grains brisés, et potentiellement plus ça augmente le PS, qui peut s'expliquer par un agencement un petit peu différent, les petits grains brisés pouvant éventuellement se glisser entre les grains dans le volume. Alors, deuxième question, est-ce qu'on a un effet significatif du nettoyage sur le poids spécifique? Donc là, j'imagine que ça ne surprend pas grand monde. On obtient bien une amélioration du PS en nettoyant les lots de blé. Cette amélioration, elle est significative. Et nous, ce qu'on a obtenu sur nos 144 nettoyages, c'est une amélioration moyenne du PS de 2,1 kg par hectolitre. Et concomitamment, en nettoyant, on a abaisser la teneur en impureté. Donc, j'ai représenté ici, sur la droite, la diminution avant nettoyage, après nettoyage, des impuretés totales. Et en moyenne, on les a baissées de moins 3,9 points. Alors, la question qui reste la plus problématique, c'est quel réglage on doit choisir pour maximiser le gain de PS. Alors, sur ces trois graphiques, vous avez les 144 expériences qui sont représentées en fonction de leur PS d'entrée en abscisse et leur PS de sortie en ordonnée. La ligne rouge que vous voyez tracée ici, c'est la bissectrice. Dès qu'un point est au-dessus de cette bissectrice, donc du côté gauche, c'est qu'on a eu un gain de PS. En l'occurrence, vous voyez qu'on a eu un gain de PS sur nos 144 expériences. Chaque couleur va représenter un réglage différent. Donc ici, pour le débit, on a bien nos 6 réglages. Pour les grilles, nos 2 grilles. Et pour l'aspiration, nos 3 débits d'aspiration. Et ce qu'on va rechercher graphiquement, c'est les points qui sont le plus loin de la bissectrice. Plus les points sont loin de la bissectrice, plus le gain de PS est élevé. Donc on va essayer de voir si on a des réglages qui permettent de s'éloigner le plus possible de la bissectrice. Alors le premier constat qu'on fait graphiquement, sur les grilles par exemple, vous voyez ici, par exemple, c'est qu'on a un mélange des deux couleurs. Donc il ne ressort pas très nettement qu'une grille permettrait d'améliorer le nettoyage pour augmenter le gain de PS. À l'inverse, si on regarde le petit graphique sur le débit, ce que vous pouvez voir, c'est que pour les points les plus éloignés de la bissectrice, et surtout pour ces deux premiers lots, on va avoir essentiellement des points rouges et noirs qui correspondent aux débits les plus faibles. Donc ici, c'est des écrans 1,5 et 2. On note aussi que c'est pour les lots qui ont les PS les plus bas en entrée, avant nettoyage, qu'on obtient les meilleurs gains de PS. Alors, toutes ces observations graphiques, elles ont été confirmées par des analyses de variance, et on observe en effet dans ces analyses de variance que le poids spécifique avant nettoyage et le débit expliquent chacun plus de 30% de la variation de gain de PS, alors que les autres facteurs, grille ou aspiration, expliquent moins de 10% chacun de cette variation de gain de PS. Donc, autrement dit, si on cherche à maximiser le gain de PS, il est conseillé de réduire le débit de nettoyage, mais ouvrir plus la grille de criblage aura peu d'impact sur le gain de PS. On reprend le même exercice avec le même type de graphique, mais cette fois-ci sur le taux de déchets. Et là, notre objectif, c'est de minimiser ce taux de déchets. Donc, vous retrouvez les 144 expériences qui sont cette fois-ci indiquées sur les graphiques en fonction toujours du PS avant nettoyage que vous avez en abscisse, mais en ordonnée, vous avez les frindes totales, donc c'est-à-dire la somme de tous nos déchets qui sont exprimés en pourcentage. Et la ligne rouge que j'ai fait figurer sur les graphiques, c'est la freinte totale médiane qu'on a pu observer dans nos 144 expériences. Donc en l'occurrence, elle était de 5%, ce qui est relativement élevé pour un nettoyage. Donc là, cette fois-ci, on va rechercher les expériences qui conduisent à avoir le moins de frindes possible. Et donc là, ce qui saute aux yeux, notamment sur la partie grille, c'est que vous avez quasiment la moitié des expériences, c'est-à-dire qui sont en dessous de la médiane, qui correspondent à la grille de 2, et à l'inverse,
quasiment la totalité des expériences réalisées avec la grille de 2,5 qui sont au-dessus de la médiane, donc qui génèrent plus d'impuretés. C'est confirmé effectivement par les analyses de variance. Donc, le choix de la grille explique 35% de la variabilité du niveau de déchets. Le débit grain contribue quand même pour 25% de cette variabilité. Les autres critères, que ce soit le PS avant nettoyage ou l'aspiration, contribuent moins. Donc, si on prend en compte les deux résultats que je viens de vous donner, on conclut que choisir la grille de 2 mm plutôt que de 2,5 va peu diminuer l'efficacité sur le gain de PS, mais va fortement réduire le taux de déchets obtenu. Alors, si on cherche à résumer tous nos résultats statistiques sur un graphique, qui est un arbre de classification et qui permet d'aider à la décision. Donc, comment on lit ce graphique? Chaque case correspond à un ensemble d'expériences. Donc, vous avez la première case ici. On a bien nos 144 nettoyages. Et sur nos 144 nettoyages que vous avez là, c'est le gain de PS qui a été obtenu, en l'occurrence 2,1 kg par hectolitre. Vous avez ensuite une question qui est posée. Ici, première question qui se pose, est-ce que le PS avant nettoyage était inférieur à 72? Sur la gauche, vous avez toujours oui à la réponse à cette question, et sur la droite, non. Donc ça vous permet en quelque sorte de montrer statistiquement, sous la forme d'un arbre de décision, comment on peut, quel gain de PS on peut attendre de nos réglages. Donc la première question qu'on pose effectivement, c'est le PS à l'entrée. Si on se trouve dans la situation où le PS à l'entrée est inférieur à 72. À ce moment-là, vous voyez ici que le gain de PS qu'on peut espérer, il est de 3,3 kg par hectolitre et largement supérieur au lot qui avait un PS supérieur ou égal à 72 avant nettoyage, puisque le gain de PS espéré dans ce cas-là n'est que de 1,5. Donc, on est dans une situation favorable en gain de PS si on a un PS avant nettoyage qui est inférieur à 72. Et si on veut encore maximiser ce gain de PS dans cette situation de très faible PS, alors il est conseillé de réduire le débit de nettoyage et d'utiliser pour ça des débits qui correspondent, en tout cas dans notre expérience, à des débits qui sont inférieurs ou égaux à 25% du débit nominal. Et dans cette situation, le gain de PS qu'on peut espérer, il est de presque 5 kg par hectolitre. Maintenant, si on se place de l'autre côté de l'axe du graphique, c'est-à-dire qu'on est... Non, pardon, je vais dans l'autre sens. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Donc cette fois-ci, on est sur des PS d'entrée qui sont supérieurs ou égaux à 72 kg par hectolitre. Pour espérer avoir des gains de PS qui sont au moins équivalents à la moyenne obtenue, on se dit ici 1,9, donc à peu près du même niveau, il faut malheureusement choisir une grille qui soit supérieure à la grille de 2. Donc on est sur une grille ouverte à 2,5. À ce moment-là, on peut obtenir des gains de PS qui sont de l'ordre de 2, voire au-delà, jusqu'à presque 3 kg par hectolitre, quand on va travailler sur des tout petits débits d'alimentation de l'appareil. Mais souvenez-vous, quand on travaille avec des grilles plus ouvertes, évidemment, on va générer plus de freins. Et donc, la question qui va se poser dans ces situations-là, c'est est-ce que, d'un point de vue économique, le jeu en vaut la chandelle, donc le gain de PS que je peux espérer, va me permettre de compenser économiquement la matière que je vais perdre au moment du nettoyage. Donc, pour résumer cette expérimentation sur le PS, on a vu qu'il était effectivement possible d'améliorer significativement le PS d'un lot grâce à un nettoyeur séparateur classique tel que vous avez très souvent dans vos installations de stockage. Le faible PS s'expliquait chez nous essentiellement par une présence d'impuretés, notamment de grains échaudés. L'amélioration de PS qu'on a pu obtenir était en moyenne de 2 points. Et l'efficacité du nettoyage s'expliquait principalement par un PS très bas et elle était renforcée si on nettoyait à faible débit. Ouvrir plus la grille de criblage a eu peu d'impact sur l'efficacité du nettoyage, mais beaucoup sur le taux de déchets. Donc attention dans ce cas à l'intérêt économique de l'opération. Mon intervention va porter sur le grain germé sur pied, savoir si le nettoyage peut améliorer les temps de chute de Hadberg des lots. Alors, cette présentation va être faite en 4 parties, donc une introduction pour commencer, qui va parler des grains germés et du temps de chute, les différents types d'analyses qui sont potentiellement réalisables,
et quel est l'impact aussi de la germination sur la morphologie des grains. Ensuite, je vais vous présenter des résultats. Alors, ce sont des résultats bibliographiques, hein, des résultats sur l'aspiration, enfin utiliser l'aspiration pour améliorer le temps de chute de Hadberg. Ces résultats vont être divisés en deux parties. Il y aura une pré-étude pour sélectionner des lots germés et voir ce que ça va donner. Et puis derrière, on va avoir une étude qui sera un peu plus détaillée avec un peu plus de lots. Troisième partie de ma présentation, pardon. Ce sera le résultat du nettoyage à la table densimétrique sur l'amélioration du temps de chute sur blé. Et puis, pour finir, une conclusion. Alors, par rapport au temps de chute de Hadberg, le temps de chute de Hadberg, il faut voir que c'est une méthode indirecte de mesure de l'activité enzymatique. L'activité alpha-amylasique va augmenter lors de la germination sur pied, hein, et ça va entraîner une dégradation de la qualité boulangère des farines passée à un certain stade. Ça va également entraîner des modifications des caractéristiques physiques des grains par des phénomènes de gonflement. Ces phénomènes de gonflement vont avoir un impact sur la densité des grains. Donc, l'estimation de l'activité alpha-amylasique va être effectuée par la mesure de la diminution de la viscosité d'un gel d'amidon à chaud. C'est une méthode de référence qui date des années 1960. Hein, c'est le fameux temps de chute que vous voyez sur la droite. Le temps de chute d'Hadberg, mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres méthodes qui existent, des méthodes de type rapide visco-analyseur, RVA, l'amylographe aussi fait ce genre de choses, le Mixolab de chez Chopin, et on a aussi d'après d'autres méthodes, donc on peut également doser directement les alpha-amylases, et il y a des développements qui sont faits en infrarouge et en imagerie hyperspectrale par corrélation avec des analyses par corrélation avec des méthodes physiques, pardon. Alors, le tri densimétrique, est-ce que c'est une stratégie envisageable? Alors, il est clairement établi que les grains germés présentent une densité plus faible que les grains non germés. Ça a été publié notamment par Bedge et Pomerance en 1993. Donc, si on a une différence de densité, on va pouvoir travailler par soit par aspiration, donc tout ce qui est épurateur et colonne d'air sur l'intervalle séparateur, voire des colonnes d'aspiration tout simplement. Et dans un second temps, on peut imaginer un travail par passage sur une table densimétrique qui permet de faire une ségrégation au niveau densité. Il faut avoir en tête quand même que ces problèmes de passage sur table densimétrique vont induire des problèmes de débit de chantier, et de coût derrière, parce que d'un point de vue performance énergétique, réduire très fortement le débit pour passer sur une table densimétrique sur un débit qui est prévu pour des débits beaucoup plus importants va engendrer une dépense énergétique supplémentaire. Donc la première expérience, hein, c'était un nettoyage de blé tendre par flux d'air. Donc c'est une publication de Bedge et Pomerance en 1993. Le dispositif expérimental pour cette étude préliminaire va servir à mesurer l'impact et puis pour faire de la sélection sur les lots. Donc on va travailler sur 10 lots de blé soft white wheat du SWW qui vont aller donc il y a une gamme hein, qui va de pas germé à très germé. Ces lots de blé vont être passés sur une colonne d'aspiration KS KD Systé. Donc vous avez un modèle sur la droite, vous avez de l'air qui va croiser le flux de grains et on va avoir donc une fraction lourde qui va se retrouver en partie basse et une fraction légère qui va être aspirée par le flux d'air. Le réglage de ces machines-là se fait par la dépression en fait qui est créée par le ventilateur. Et dans ce pré-essai, la pression de fonctionnement est de 38,1 mm de colonne d'eau, sachant que une fois qu'on a passé le lot sur cette machine, on a sur la fraction légère, on va repasser cette fraction légère à un niveau de dépression beaucoup plus faible, à 17,8 mm de colonne d'eau, pour éliminer les fractions légères, les balles et les pailles. Donc, avant nettoyage, on va faire une mesure du temps de chute de Hadberg, une mesure de PS, et puis sur la fraction lourde, on va refaire les mêmes analyses, et sur la fraction légère qui a été débarrassée de ces impuretés les plus légères, on va aussi remesurer temps de chute et PS.
les résultats sont présentés dans ce tableau-là. Alors ici, sur les 10 lots initiaux, on ne mesure une variation significative que sur 4 lots. Ces 4 lots en fait correspondent à 2 classes qui sont légèrement germées, donc avec 2 lots qui font partie de cette classe, et 2 lots qui sont considérés comme modérément germés. Les lots non germés qui ont un temps de chute supérieur à 300 secondes et les lots qualifiés de très germés avec un temps de chute inférieur à 200 secondes ne présentent pas de différence de temps de chute entre les lourds et les légers. Ce que l'on voit dans ce tableau, alors là on est aussi sur un tableau où on a des lettres pour différencier les résultats, lettres A et B. Il faut donc les paramètres d'une même ligne avec une même lettre ne sont pas significativement différents avec un risque alpha à 0,05. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait on voit une différence de temps de chute significative entre les fractions lourdes et les fractions légères, que l'on soit sur les légèrement germés ou les modérément germés. Donc les lettres sont différentes. Donc on a une différence entre les fractions lourdes et les fractions légères. Par contre, on ne peut pas dire que ces fractions lourdes ou légères soient significativement différentes en termes de temps de chute du temps de chute avant nettoyage, parce que le temps de chute avant nettoyage est en classe AB et derrière on est en classe A ou en classe B. Pour les PS, on voit une différence significative de la fraction légère par rapport à la fraction lourde dans les 2 cas de figure. La fraction légère a un PS qui est significativement plus léger que le lot avant nettoyage. Par contre, la fraction lourde, les PS ne diffèrent pas de façon significative. La deuxième, l'étude plus détaillée qui concerne ce travail par aspiration uniquement, a été faite à partir d'une gamme composée de 9 lots. Donc cette gamme de 9 lots a été débarrassée de ses fractions les plus légères par passage à un niveau d'aspiration de 17,8 mm de colonne d'eau pour dégager les fractions légères. Ensuite, chacun de ces lots a été divisé en 4 sous-lots identiques. Une fraction sera gardée en l'état, donc non nettoyée, qui sera le témoin, qui va être référencé par Orig. Derrière, on va mettre en place des aspirations, mais cette fois-ci, non pas avec un niveau de dépression, mais avec 3 niveaux de dépression. Donc, on va avoir dépression relativement faible, une dépression comme précédemment, et une dépression renforcée, donc des flux d'air qui vont être faibles, moyens et forts. Pour chaque fraction, on va retrouver une fraction lourde qui sera qui sera nommée par la lettre T, et une fraction légère qui sera nommée par la lettre L comme light. Alors T, ça veut dire through, et L, c'est light. Ces lots vont être regroupés par classe de germination des témoins. Donc on va se retrouver avec 3 classes de lots différentes qui vont correspondre à un temps de chute inférieur à 200 secondes qui sera composé de 2 lots initiaux. Une gamme qui sera modérément germée, donc des temps de chute qui sont entre 200 et 300 secondes, qui sera composé également de 2 lots, et un lot qui est classé comme peu germé, avec des temps de chute supérieurs à 300 secondes. Et là, on aura 5 lots dans cette classe. Voilà les résultats. Donc sur ce graphique en bas, vous avez le témoin qui est Orig, qui est au centre avec la petite croix qui est placée là sur le résultat. Et sur la partie gauche de ces graphiques, vous allez avoir les L, donc les lights, les légers. Sur la partie droite, les T, c'est-à-dire les fractions lourdes. Et pour chacun de ces graphiques, vous avez le niveau de pression, donc 25,4 mm de colonne d'eau, 38,1 et 50,8 mm de colonne d'eau, et pareil pour les lourds. Au niveau de l'ordonnée, vous avez les temps de chute et les variations de temps de chute. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Sur le graphique A, donc pour le graphique du haut, vous avez des lots qui sont fortement germés. Les temps de chute initiaux moyens sont à 115 secondes. Et là, on regarde si on voit une différence entre les fractions légères et les fractions lourdes. En fait, il n'y a pas de différence significative par rapport aux témoins. On est sur des valeurs qui sont à peu près identiques. Pour les lots qui sont considérés comme modérément germés, avec un temps de chute initial moyen de 220 secondes, on observe une amélioration significative du temps de chute des fractions lourdes, donc sur les fractions à droite, par rapport aux témoins.
et particulièrement une amélioration importante pour une dépression pardon, de réglage de 50,8. Donc quand on a un gros flux d'air, on améliore significativement les temps de chute des fractions lourdes. Par contre, pour les fractions légères, il n'y a pas de différence significative par rapport aux témoins. Et sur le graphique C, on est sur les lots qui sont peu germés, avec un temps de chute initial moyen de 355 secondes, ici. Là, on n'a pas de différence de temps de chute entre les fractions lourdes à droite et le témoin. Par contre, sur les fractions légères, on voit une différence pour le réglage à 25,4 mm de colonne d'eau, donc sur des débits faibles. Si on s'intéresse à ce qui se passe en termes de freintes, derrière, les freintes associées par rapport au réglage. Donc là, ce sont les pourcentages moyens de l'échantillon qui sont retirés lors de l'aspiration du blé. Pour le réglage à 25,4 mm de colonne d'eau, on a des freintes qui représentent entre 3,5 et 5,5% du lot initial. Pour le réglage qui est à 38,1 mm de colonne d'eau, les freintes varient entre 12 et 18%, hein, grosso modo. Et quand on est sur le débit le plus élevé, avec une dépression à 50,8 mm de colonne d'eau, on est entre 40 et 48% de pertes liées à l'aspiration. À savoir que le nettoyage par aspiration ne permet pas de remonter les TCH lorsque les lots sont très germés. L'aspiration ne permet de remonter les temps de chute que pour les lots dont la valeur initiale se situe dans une plage de 200 à 300 secondes. Et cette efficacité est la plus marquée pour une dépression à 50,8 mm de colonne d'eau de dépression, ce qui va entraîner un déclassement de 48% du lot initial. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de ce nettoyage avec une table densimétrique sur l'évolution des temps de chute de Hadberg? Alors là, on est sur une méthode qui est légèrement différente. C'est-à-dire qu'on va partir avec 27 échantillons d'une cinquantaine de kilos de blé CWRS, donc un blé roux de printemps de l'Ouest canadien, qui est plutôt pas forcément d'une qualité extraordinaire, parce que là, on est sur des grades 3 et sur des blés fourragés qui ont été récoltés en 1989. Donc, au niveau du déroulement de l'expérimentation, on passe d'abord les lots sur un nettoyeur Carter, un dockage tester, pour éliminer ce que les Américains appellent le dockage, donc les déchets qui s'éliminent facilement par passage sur un nettoyeur séparateur. Une fois que ces lots ont été pré-nettoyés ou remis aux normes commerciales pour les Américains, parce que c'est cette fraction qui va être payée lors des transactions commerciales, on va passer 40 kg à la table densimétrique, donc c'est un modèle SY300 Spirol de type Kip Kelly, avec des réglages constants. Hein, et sur cette table densimétrique, vous avez 5 sorties, donc vous allez séparer en fait votre lot en 5 fractions différentes. Sur ces 5 fractions, les 2 fractions les plus lourdes, c'est-à-dire la fraction 4 et la fraction 5, sont regroupées pour ne former qu'une seule fraction. Donc on rentre du blé qui va être référencé UF et on va sortir 4 fractions, F1, F2, F3, F4, sachant que la F4 regroupe les sorties 4 et 5. Et on va comparer les résultats de ces lots, de ces fractions, aux caractéristiques du lot initial. Les résultats figurent dans ce tableau. Alors, dans ce tableau, vous allez retrouver 3 classes qui ont été déterminées par des niveaux de temps de chute. Donc, les 3 classes sont Very Sprouted, Badly Sprouted et Moderately Sprouted. On va retrouver le rendement ici, donc la proportion de la fraction des différentes fractions par rapport au lot initial, avec les écarts, les grains germés ici, donc la moyenne des grains germés, et les temps de chute de Hadberg qui vont être associés derrière. Alors, les lots, d'abord, ont été regroupés par classe qui correspondent à des plages de temps de chute des lots initiaux. Donc, le Very Sprouted, donc c'est le très germé,
correspond à des temps de chute initiaux qui sont compris entre 60 et 75 secondes. Les badly sprouted ont des temps de chute qui sont compris entre 95 et 125 secondes. Et les moderately sprouted ont des temps de chute compris entre 160 et 270. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la répartition des grains germés, donc les sprouted kernels, on se rend compte qu'on a dans les fractions les plus légères, c'est là où on va retrouver le plus de grains germés. Donc plus le grain est léger, plus on va avoir de grains germés à l'intérieur. Donc les fractions légères sont plus riches en grains germés et les fractions les plus lourdes sont les plus pauvres. La table densimétrique, c'est un outil performant pour retirer les grains germés des lots et leur proportion va diminuer au fur et à mesure que les fractions sont plus denses. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des temps de chute par rapport à ces fractions, les temps de chute vont augmenter également avec l'augmentation de la densité des fractions. Donc plus j'ai une fraction qui va devenir dense, plus mon temps de chute va remonter. Et enfin, quand on regarde les résultats en termes de temps de chute, on se rend compte que j'ai retenu comme seuil pour une remise aux normes un temps de chute de 220 secondes. On se rend compte qu'on va obtenir on va récupérer 52% de la masse du lot initial si les temps de chute sont très faibles, 60-75 secondes. On va retrouver on va récupérer 74% de la masse du lot si les temps de chute initiaux sont dans la plage 95-125 secondes, et on va arriver à récupérer 91% de la masse initiale pour les temps de chute compris entre 160 et 270 secondes. Donc en conclusion, on peut dire que les grains germés sont généralement moins denses que les grains non germés. L'aspiration seule va présenter un intérêt pour remonter les temps de chute si le lot initial n'est pas trop dégradé, donc sur une plage de temps de chute comprise entre 200 et 300 secondes. La table densimétrique, elle, par contre, est un outil performant pour éliminer les fractions présentant des temps de chute les plus faibles et pour remettre aux normes, donc sur les temps de chute supérieurs à 220 secondes, des lots à faible temps de chute initiaux. Ce constat, je ne l'ai pas présenté par manque de temps, mais ce constat est également valable pour le blé dur. Il y a une publication de Texterial en 1991 sur le même type d'expérimentation qui montre les mêmes phénomènes pour du blé dur que pour le blé tendre. Et pour finir, la bibliographie fait état de comportements similaires pour des variétés de blé tendre européennes. Donc cette fois-ci, on va parler d'une question économique, savoir quel est le coût du nettoyage en organisme stocker. Donc jusqu'ici, on a parlé de l'effet du nettoyage sur différents critères, donc les teneurs en impuretés, le PS et le temps de chute de Högberg. Et maintenant, on va essayer d'estimer en fait combien ça coûte de nettoyer et ce que ça rapporte en parallèle. En effet, le nettoyage représente un coût important pour les organismes stockers, tout d'abord parce qu'il génère une perte de matière vendable, autrement dit la quantité qu'ils achètent est plus importante que la quantité ils vont vendre une quantité de blé moins importante que celle qu'ils ont achetée, mais aussi parce qu'il faut gérer les déchets, les stocker, les conditionner et trouver des débouchés pour ces déchets, débouchés qui sont toujours moins bien valorisés évidemment que la matière première, et aussi parce que les appareils de nettoyage ont un coût, qu'ils consomment de l'électricité et nécessitent une main-d'œuvre pour superviser le travail de nettoyage et aussi pour leur maintenance. Mais en parallèle de cela, le nettoyage a aussi des bénéfices en termes d'image auprès du client, puisque moins d'impuretés et notamment moins de balles, puisque c'est les impuretés qui sont visibles, est synonyme d'une meilleure qualité, donc d'une bonne réputation auprès des clients. En diminuant le montant des réfactions, puisqu'il diminue les teneurs en impuretés, il permet aussi un meilleur prix de vente. Et aussi, le nettoyage a des effets positifs dans la lutte intégrée contre les insectes, et il peut aussi améliorer l'efficacité de la ventilation. Donc, on a voulu essayer de chiffrer ces différents éléments et les mettre en balance, les comparer en calculant une marge nette du nettoyage. L'objectif de cette étude, c'est donc de calculer des marges nettes partielles. Pour ça, on va les appliquer à des sites de stockage en particulier, des sites types qui ressemblent à ce qui existe dans la réalité. Donc, je vais commencer par vous présenter comment on a construit ces silos types et les hypothèses de travail que nous avons faites. Ensuite, on verra les résultats pour un prix du blé fixé à 250 € par tonne.
et on verra comment ces résultats évoluent en fonction du prix du blé. L'objectif de l'étude, c'est donc de calculer des marges nettes partielles. Pour calculer ces marges nettes, on a besoin de connaître plusieurs postes différents, qui sont tout d'abord le chiffre d'affaires, qui va dépendre du prix de vente du blé et des teneurs en impuretés, donc du montant des réfactions, et aussi, dans une moindre mesure, de la valorisation des issues. La marge nette va aussi dépendre du coût d'achat et donc du prix qui est payé aux agriculteurs, qui inclut d'éventuelles réfactions, du coût du nettoyage, donc des machines et de leur amortissement, de la main-d'œuvre, de l'électricité notamment, du coût de la ventilation. On suppose que le nettoyage va permettre à la fois de diminuer la durée de ventilation et aussi éventuellement la consommation électrique du ventilateur. Donc c'est deux économies éventuelles qui peuvent se faire à ce niveau-là. Et on peut aussi avoir d'autres coûts de stockage et de logistique. Ça peut être des cellules tampons, puisqu'on a besoin de stocker le grain en attente d'être nettoyé, puis le grain nettoyé. Ça peut être aussi sur le transport du grain, le transport des issues. Mais à ce stade-là, on n'avait pas d'éléments sur ces coûts, donc on a choisi de les écarter, de ne pas les prendre en compte dans cette étude. Dans cette marge nette, on a deux postes qui dépendent des teneurs en impuretés, c'est le chiffre d'affaires et le prix d'achat du blé. Donc notre objectif, ça va être de comparer une situation avec ou sans nettoyage. Donc on va calculer une variable qu'on va appeler delta Mn. Et vu qu'on a le chiffre d'affaires notamment et aussi le prix d'achat qui dépendent des teneurs en impuretés, on a choisi de prendre deux niveaux de teneur en impuretés pour savoir comment les impuretés allaient justement influer sur ce résultat. Alors dans cette étude, on n'a pas pris en compte non plus le coût d'achat puisqu'on n'avait pas de données sur les réfactions et sur les critères qui font qu'on applique ou non des réfactions. Donc pour l'instant, on ne le prend pas en compte. Les silotypes que nous avons construits s'appuient sur une étude qui a été faite en 2018 par Arvalis, à laquelle 40 sites de stockage différents avaient participé, qui venaient de 6 OS, et dont les capacités allaient de 3700 à 130 000 tonnes. Nous avons choisi 3 sites parmi les plus documentés, donc c'est les sites qu'on a appelés ici A, B et C. Le site A est plutôt un site d'export, il a une capacité de 37 000 tonnes, et sur la campagne 2015-2016, il avait collecté plus de 200 000 tonnes de blé, donc qui équivaut à un peu plus de 5 rotations. Le site B est de taille moyenne, il a collecté en 2015-2016 12 000 tonnes de blé, et le site C est un peu plus petit, et il avait collecté 13 000 tonnes de blé sur la campagne 2015-2016. Donc les sites B et C sont assez comparables en termes de collecte sur la campagne qu'on a étudiée. Mais en revanche, ils n'ont pas les mêmes pratiques de nettoyage, et notamment le site B nettoie seulement 10% de son blé, alors que le site C nettoie la totalité du blé qu'il reçoit. On peut aussi remarquer que le site B ne nettoie jamais à réception, c'est toujours avant expédition, alors que le site C nettoie une partie du blé à réception. Concernant le site A, on a 15% du blé qui est nettoyé, et 75% de ce blé qui est nettoyé l'est à réception. Donc ce qui va avoir des effets notamment sur la ventilation. Le site A s'en sort très bien pour la valorisation des issues, puisqu'il valorise les petits grains au prix du blé fourragé et les déchets aspirés à 25% du prix du blé. Les sites B et C, quant à eux, ont des prix de vente des issues à 15 € par tonne. C'est des issues qui peuvent être valorisées soit en alimentation animale, soit en biomasse. Je vous avais dit qu'on a un poste qui dépend des teneurs en impureté, le chiffre d'affaires. Donc, il a fallu faire des hypothèses sur les niveaux de teneur en impureté qu'on avait. Pour ça, on reste dans le cadre de la norme NF15 587 et on a choisi deux niveaux de qualité différents. Le lot alpha, qui correspond à la médiane des enquêtes collecteurs de FranceAgriMer sur la période 2017-2021, et le lot bêta, qui correspond au 90e percentile, qui est donc plus riche en impuretés. Avant nettoyage, le lot alpha a des teneurs en grains brisés de 4%, 0,1% de grains germés, 2% d'impuretés grains et 1% d'impuretés diverses, ce qui fait que les seuils 422, donc qui sont inclus dans les contrats commerciaux type, sont respectés, donc il n'y a pas de réfaction pour ce lot-là. Et le nettoyage va faire baisser encore les teneurs en impuretés.
ce qui fait qu'on n'a toujours pas de réfaction. Le lot bêta, quant à lui, a des teneurs en grains brisés de 5,5% avant nettoyage, ce qui entraîne une réfaction, 0,1% de grains germés, 4% d'impuretés grains et 2% d'impuretés diverses. Donc on se retrouve aussi avec des réfactions pour les impuretés commerciales. On a utilisé nos modèles de prédiction pour estimer les teneurs de ce lot après nettoyage. Donc on arrive à 5% de grains brisés, 0,1% de grains germés puisqu'on n'a pas d'effet du nettoyage, 3,7% d'impuretés grains et 1,8% d'impuretés diverses. Donc on arrive à 3,65% d'impuretés commerciales, ce qui entraîne toujours une réfaction mais dont le montant sera moindre. Il a fallu faire d'autres hypothèses de travail, notamment sur la main-d'œuvre. Donc on a considéré que les employés qui supervisaient le travail de nettoyage étaient payés au SMIC de 2023. Le tarif de l'électricité qui a été fixé à 0,1 € du kilowattheure. Et en parallèle de ça, on a des durées et des coûts de maintenance qui sont aussi fournis par l'enquête. Pour les coûts de ventilation, on a fait l'hypothèse, sur la base d'un essai qui avait été fait en 2012-2013, que le fait de nettoyer le grain allait améliorer le débit spécifique de 8%. Et en fonction de ça, on a fait des calculs de durée de ventilation et de consommation électrique. Donc je vous ai présenté le cadre de travail et toutes les hypothèses qu'on a pu faire. Maintenant, on va passer à la partie des résultats. Si on suppose un prix du blé fixé à 250 € par tonne, donc ici, vous avez dans la partie haute du tableau les résultats pour le lot alpha, qui n'a pas de réfaction, et les résultats dans la partie basse pour le lot bêta, qui a des réfactions dont le montant va baisser quand on nettoie. Dans tous les cas, on a une vente des issues qui est très loin de compenser la perte de matière du blé, puisque le prix des issues est beaucoup moins important que le prix de vente du blé. Et on constate que pour le lot bêta, malgré le fait qu'on baisse le montant des réfactions, on reste toujours avec des chiffres d'affaires qui sont plus élevés quand on ne nettoie pas que quand on nettoie. Donc au niveau du chiffre d'affaires, le nettoyage est plutôt pénalisant. Si on regarde maintenant les coûts du nettoyage, donc évidemment ils sont plus élevés quand on nettoie que quand on ne nettoie pas. Dans les situations où on ne nettoie pas, donc quand le pourcentage de blé nettoyé est de 0%, les seuls coûts du nettoyage correspondent aux amortissements des nettoyeurs séparateurs, puisqu'on a considéré que les sites étaient quand même équipés des nettoyeurs et qu'ils devaient les amortir. Donc les coûts, finalement, la différence de coût entre les deux est liée à la consommation électrique et à la main-d'œuvre, ainsi qu'à la maintenance. Les coûts de ventilation, quant à eux, vont tendance à baisser quand on nettoie une partie du blé à réception. Donc c'est le cas du site A et du site C, où là on va avoir des deltas de ventilation qui vont être plutôt favorables au nettoyage, et notamment pour le site A. Et maintenant, on va regarder le résultat final, donc la marge nette. Le calcul de la marge nette donc, se fait en comparant la situation où on nettoie moins la situation où on ne nettoie pas. Donc une marge nette négative signifie que c'est plus intéressant de ne pas nettoyer plutôt que de nettoyer. Et ici, c'est toujours le cas, on a toujours des marges nettes qui sont négatives, ce qui signifie que le nettoyage, enfin les coûts du nettoyage sont toujours plus avantageux, enfin plus élevés que les bénéfices. Les différences de marge nette vont entre 2 centimes par tonne collectée et 7,20 € par tonne collectée dans le cas du site C qui nettoie la totalité de son blé. Donc c'est lui qui se retrouve, qui est le plus pénalisé en fait par rapport aux autres sites. Ici, on a vu les résultats pour un prix du blé qui est fixé à 250 € par tonne. Et maintenant, on va faire varier ce prix du blé sur une fourchette qui va de 100 à 500 €. Donc c'est ce que vous voyez ici sur le graphique avec le prix du blé en abscisse et les différences de marge nette entre les situations nettoyées, non nettoyées, ramenées en euros par tonne collectée. Ce qu'on constate, c'est que lorsque le prix du blé augmente, le delta de marge nette a tendance à baisser, notamment pour le site C, quelle que soit la qualité du lot.
puisque là, littéralement, on plonge jusqu'à -12 à -15 € par tonne lorsque le prix du blé atteint 500 €. Donc c'est ce site qui est particulièrement concerné particulièrement sensible en fait à l'évolution du prix du blé. Pour conclure, ce qu'on a mis en avant, c'est que le nettoyage représente toujours une perte économique puisque les coûts sont supérieurs aux bénéfices, en tout cas dans le cadre de notre étude. Et le fait d'appliquer ou non des réfactions ne va pas compenser la perte de matière qui est générée par le nettoyage. Dans cette étude, on a plusieurs limites, notamment le fait qu'on n'a pas pris en compte le prix d'achat du blé pour les OS et le fait qu'ils puissent appliquer ou non des réfactions aux agriculteurs. Et un autre critère important qui n'a pas été pris en compte, c'est celui de l'image auprès des clients. En effet, les outils dont on dispose, et notamment la norme NF15 587, ne permettent pas de mesurer ce critère, puisque la norme est calculée en masse, elle revient à estimer une masse d'impureté, alors que les balles sont la partie la plus visible, mais c'est une partie qui est légère et qui ne pèse pas grand-chose dans les impuretés. Et ce sont elles qui vont jouer justement ce rôle de l'image et de réputation auprès des clients. Je propose de conclure avec les différents messages clés qui ont pu être mis en avant à travers les différentes interventions que vous avez eues. Donc la première chose, c'est qu'on a vu que le nettoyage des grains remplit quand même sa première mission, puisque c'est bien un procédé efficace pour faire baisser la quantité totale d'impuretés présentes dans un lot de blé, et on peut espérer diminuer d'environ 10% cette quantité totale d'impuretés. Ensuite, on a vu que le travail du grain jouait sur d'autres critères commerciaux que la teneur en impureté, comme le PS ou bien le TCH. Donc, concernant le PS, on a vu que c'était particulièrement intéressant dans le cas des lots à faible PS en entrée, donc inférieur à 72 kg par hectolitre, et que dans ce cas, il faut réduire significativement le début de nettoyage pour pouvoir maximiser cette amélioration de PS. Concernant le temps de chute de Hagberg, on a vu que l'outil le plus efficace, ce sont les tables densimétriques qui vont vraiment améliorer le temps de chute de Hagberg d'un lot qui comporte des grains germés. Et enfin, on a vu que les modèles prédictifs présentés par Amélie Tanguy permettent bien de prédire la teneur en impureté après nettoyage d'un lot, et du coup, c'est vraiment utile pour pouvoir appréhender les coûts et les bénéfices du nettoyage.